Après avoir vu la standardisation en translation, voilà, la vidéo a été vue complètement. Donc on va se résumer à ça, à ceci. Voilà, donc les écritures, ce sera ça. Ce sera la standardisation. Donc quand on a un repère R1, on va l'appeler 1. Voilà, quand on a un repère R2, on va l'appeler 2. Et puis on a un vecteur de translation qui sont donnés par les cartésiennes, les coordonnées cartésiennes de x, y, z qui sont xo2, yo2, zo2 dans le repère 1. Et voilà. Et puis vous avez le point P. Le point P a un vecteur positionnel qui est donné par les coordonnées cartésiennes xp de 2, yp de 2, zp de 2. Et voilà. Et dans le repère 1, c'est xp de 1, P étant le point. Alors, P étant le point. X de P1, ça c'est dans le repère 1, X de Y de P1, et Z de P1, tout ça c'est dans le repère 1. Et donc vous voyez qu'il y a une... Pour avoir la transformation, c'est juste une somme. Ouais, parce que c'est juste voilà, un vecteur de translation. Quand on translate, voilà, c'est juste une addition par un vecteur de translation. Hein. C'est juste ça. Et c'est ce qui se passe ici. Le vecteur de translation ici, c'est O1, O2. C'est le repère qui translate de O1 vers O2. Voilà. Alors ça c'est l'écriture en translation. Maintenant je vais voir l'écriture en rotation. Alors pour ça il me faut une matrice, enfin je m'excuse, un repère. Un premier repère. Voici. Alors il y a une origine commune. Hein. Il n'y a pas de changement d'origine ici. Je fais qu'une rotation pure et simple. On aura x1 dans le repère R1, y1, z1. Alors, la rotation, supposons qu'elle est ici, je vais il faut voir ça dans un contexte spatial. Donc x2, y2, z2, on a le repère 2. Donc vous aurez compris que le repère 2 c'est O. Alors on a un vecteur, une base x2. Ce sont des vecteurs. Hein. Ouais, maintenant les vecteurs je ne mets plus une flèche. Je l'ai dit, dans la standardisation je ne mets plus de flèche. Voilà le repère R2. Alors de même pour le repère R1, c'est la même origine. On aura O, X bar 1, Y bar 1, Z bar 1. Voilà. Là, c'est mes deux repères. Donc, on a bien la même origine. On a effectué voilà, une rotation d'un angle voilà, d'angle donné. On a une rotation. Et là, justement, ici, ce qu'on va voir, oui, ici, là, je l'ai donné sous forme cartésienne, hein. Je ne l'ai pas mis sous forme matricielle. Mais enfin, la forme matricielle, en translation, vous la connaissez. Hein. Je l'ai déjà mis. Enfin, bref. Le point de vue matriciel, ici, c'est juste une somme. Dans la translation, vous aurez une matrice de 3 lignes, une colonne, plus une matrice, 3 lignes, une colonne. C'est une somme, hein. Plus une matrice, 3 lignes, une colonne. Et on peut additionner parce qu'ils sont du même genre. Et ils vont donner une 3-1, parce qu'on additionne une 3-1 avec une 3-1, on aurait une 3-1. Et donc vous aurez compris que ce que j'écris là, là on mettra par exemple le vecteur de translation. Le vecteur de translation ici.
qui est XO1, YO2, ZO2, dans le repère, bien sûr, donné par sous forme de composante. Hein. Donc ici, le vecteur de translation, en coordonnées, ça donne XO21, YO21, ZO21. Bon, hein. Alors, je rappelle que ici, on a un vecteur positionnel, je ne l'ai pas cormé. Je vais le mettre tout de suite. C'est un point P qui est donné par ses coordonnées positionnelles du vecteur OP. C'est un point P. Alors, ce point P, je vais par exemple le mettre ici. Voilà. Et alors, on va travailler par rapport à l'origine. On va mettre un vecteur positionnel qui donne la position du point P au travers d'un vecteur. C'est le vecteur qui donne la... Voilà, si vous voulez, c'est le vecteur OP. Hein. Voilà, le vecteur OP donne la position du point P dans l'espace. Le vecteur OP donne, c'est un vecteur positionnel, il donne la position du point P. Certains diront qu'on appelle ça, on peut appeler ça un vecteur, vecteur positionnel, c'est aussi, enfin il y a un autre nom pour ça. Il faut que je revienne dessus, mais enfin bref. C'est aussi un rayon vecteur, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est aussi un rayon vecteur, vecteur positionnel, c'est aussi un rayon vecteur. Il donne une position, tout simplement. Et en même temps, il donne une direction. Hein. Puisqu'il donne une position, il donne en même temps une direction, qui est la direction de la droite, passant par OP. Hein. Il donne sa direction. Donc, aussi bien on a la position, aussi bien on a la direction, puisqu'il passe par l'origine. Ah, il y a une droite qui passe, une droite support à OP, hein, qui est une droite D. D est donnée avec une certaine direction, qui est la direction de la... en fait, OP, aussi bien P est une position dans l'espace, ou un vecteur OP qui est un vecteur de position, ou un vecteur, on va dire, un rayon vecteur, qui est ici un vecteur position, qui donne la position du point P par rapport à un vecteur OP, donc par rapport à l'origine, hein, il donne la position par rapport à l'origine. C'est toujours la position par rapport à l'origine. Et donc ici, il donne en même temps et la position par rapport à l'origine, mais il donne aussi la direction, parce que on peut trouver la direction avec le vecteur OP. Hein. Le vecteur OP donne la direction, mais le point P donne la position. Donc il donne deux informations. Hein. Et donc il y a une droite support qui passe par ce point P et l'origine. Et donc c'est une position par rapport à l'origine. Alors de même que ce que j'ai fait ici, je vais le faire maintenant en rotation. Ça c'est en translation. Et oui, transformation. Attention que c'est du spatial. Hein. On peut travailler dans le plan, ça devient plus facile hein, dans le plan que dans l'espace. Voilà, mais ça c'est une transformation spatiale par translation. Maintenant je vais voir la transformation spatiale par rotation. Alors là, je vais aller chercher ce qu'on appelle les variances vectorielles. Hein. J'avais déjà fait une vidéo. C'était très intéressant, les variances vectorielles. Alors, je vais le faire au travers de... Alors, allez voir la vidéo sur les variances vectorielles. On multipliait deux vecteurs hein, au niveau scalaire. Pour obtenir, si vous voulez... pour obtenir la rotation. On va dire ça comme ça. Alors, ici, on va utiliser les standards que j'avais précités auparavant dans la vidéo avec les translations. Alors, on a... Tout est donné par rapport à moi-même. Avant, il y avait une origine au 1, au 2. Il fallait faire attention à ça. Ici, il y avait une origine au 1, au 2. D'ailleurs, on l'aperçoit ici, au 1, au 2. Voilà. Ici, on a au 1, au 2. Ici, c'est plus la même chose. On n'a qu'une seule origine. Donc, on ne parlera plus de O1, O2 en rotation. On parlera tout simplement d'un vecteur O. Alors, ici, c'est un vecteur position OP. C'est OP. Mais attention que le OP peut s'exprimer dans le repère 1. Ah, ça, ce sont les coordonnées vectorielles du point P dans le repère R1. Et, bien sûr, on peut avoir dans le nouveau repère qui est le 2. Voilà, ça, ce sont les coordonnées vectorielles toujours du même point P. Le point P n'a pas changé. Hein. C'est pas le point P qui a changé. Le point P, il est fixe. Le point P ici, il est fixe.
qu'est-ce qui a changé? Ben, c'est ses coordonnées, puisqu'on a changé de repère. Donc, le repère, il a fait une rotation, et donc le point n'a pas les mêmes coordonnées. C'est aussi simple que ça. Donc, ici, on a un vecteur OP qui donne les coordonnées vectorielles du point P dans le repère R2. Et donc, le tout, c'est de trouver le passage du référentiel R2 dans le référentiel R1. Et ça, je vous ai dit que on peut aller chercher un outil euh, que j'avais déjà développé dans une des vidéos, qui est, mais je l'ai même fait 2 fois. Cette vidéo, je l'ai fait 2 fois. C'est la variance vectorielle. Alors j'ai même mis un cas d'invariance, parce que c'est pas toujours variable, hein. Les fonctions ne sont pas toujours variables. On peut avoir un cas d'invariance et j'avais donné un exemple, voilà, d'invariance. J'ai donné un exemple de variance où là le point P ne variait pas en fonction de la rotation du repère, hein. J'aurais donné un cas d'invariance. Mais en général, la plupart du temps, ça varie. Mais il y a quand même des cas d'invariance et il faut les connaître. Il faut le savoir. Quand est-ce qu'un point P ne bouge pas en fonction de la rotation. Ça peut arriver à un certain moment, mais il faut des conditions sur, si vous voulez, sur les composantes. Il y a des conditions sur les composantes. Il y a des. Si on veut, en fait, voilà, il fallait prendre du carré à carré, voilà, B carré. Ça devait faire A carré, la somme de faire A carré, l'autre B carré, puis après il y avait un produit scalaire. Voilà, et ça donnait un cas d'invariance, hein, qui valait une certaine valeur. Et là, on avait une invariance. Mais bon, ici, moi je parle, bon, le repère, il va varier, le point P va varier voilà, dans le repère. Et la variance vectorielle, je vous rappelle que ici, je vais appeler x du point P, je vais faire la même dénomination qu'ici. Voilà, on va appeler ça xp de 1, xp de 2, yp de 1. Il suffit d'aller rechercher. Voilà, que je note comme ceci. Le tout, c'est de trouver la matrice de transformation qu'on connaît parce que, je veux dire, on a la variance vectorielle qui est connue, hein. On connaît la variance vectorielle. Voilà. Alors, on a xp de 1, yp de 1, zp de 1, donné avec des cosinus. C'est tout des cosinus. La variance vectorielle est donnée par des cosinus. Donc, ici, je dirais, ce qu'il faudrait trouver, c'est ça, hein, je vais montrer ce qu'il faut trouver. Il faut la position du point P, on va dire dans le repère 1, qui doit être donnée par rapport au repère 2. Voilà. Et là, bien sûr, vous aurez compris que là, j'ai la matrice, c'est la variance, hein, la variance. Alors, elle est donnée par une matrice de cosinus. Matrice de cosinus grand I. Enfin, c'était. Ici, je vais mettre. C'est les angles. C'est les angles. C'est une matrice. Le tout, c'est les angles qu'il faut trouver. C'est juste ça. C'est les angles. Alors, les angles, justement, je vais les voir maintenant. Si je mets. Là, je vais mettre le cosinus. On va dire. Du vecteur x1 par rapport à x2. Alors, là viendra bien sûr x de p2. Ceci va se retrouver 3 fois, non pas en vertical, mais en horizontal. Donc on aura ceci, on l'aura. Alors il y aura 9 cosinus. Hein. 9 cosinus. Alors, bon, la première chose que je vais faire, c'est de mettre les égalités ici. Alors, on aura 9 cosinus. Et alors, là, on aura tous deux, on va dire, du xp2. Ici, ça concerne tous les x.
Puis vient un plus. Alors les cosinus, on en aura partout, mais le tout c'est de trouver les angles. Hein. Je vais vous montrer les angles après. C'est ça qu'il faut chercher. On va chercher les angles après. Ici, je vais déjà mettre, je vais mettre mes 9 cosinus. Là, on aura YP2. Voilà, on y est presque. On y est presque. Le tout maintenant, c'est les angles. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Donc les angles, ici, comme c'est XP1, mais ce sera la position, voilà, du vecteur I, qui est X, le vecteur X1 ici. Voilà. D'ailleurs ici, je vais l'effacer. Parce que ici, ce sera toujours par rapport à X1. Ici, ce sera toujours par rapport à Y1. Et là, toujours par rapport à Z1. Là, c'est toujours par rapport à Y1, Z1, X1, Y1, Z1. Et maintenant, je vais chercher par rapport, et c'est là que ça va varier, c'est X2. Donc il suffit de faire varier X2, Y2, Z2. X2, Y2, Z2. X2, Y2, Z2. Donc ici, ce sera les coordonnées. On va dire, si j'appelle celui-ci petit i, donc petit i, ce sera x1, voilà, x1, y1, z1, petit i, virgule, et y1, c'est l'autre. Et donc, bien sûr, attention que ce sont des angles. Il ne faut pas perdre de vue que ce sont des angles. Alors, qu'est-ce que c'est que x1, x2? Ben, ce sont les vecteurs i du premier repère et i du second repère. X1, Y2, c'est le i du premier repère et le j du second repère. Le X1, c'est le i du premier repère et le Z2, c'est le Z du second repère. Y1, c'est le Y du premier repère et le X2, c'est le X du... Enfin, c'est le X2, c'est bon, je peux l'écrire autrement. Hein. Si vous ne voyez pas ça comme ça, je les écris autrement. Mais je vais l'écrire d'une manière non standardisée, parce que ça, c'est la standardisée. Hein. Attention que je suis en train de voir le standard. Mais maintenant, celui qui veut s'y retrouver par rapport à IJ, IJK, vous aurez compris. Bon, je retirer cet angle-là voilà, qui prend la place. On sait bien que c'est des angles.
C'est le cosinus d'angle. Alors, là, j'aurai le I. Alors, pour aller vite, je ferai ça. Là, je mettrai I. Ça, tout ce qui est là, ça va concerner le point 1. I1, I1, I1. Voilà, là, ça concerne tout. Voilà, et comme ici, on est en standard, je peux pas mettre une flèche. Hein. Voilà. Mais si je suis en non standard, là, j'ai I1. Voilà. I1, voilà. Là, j'ai J1. Voilà. Là, j'ai K1. Donc on aura une base I1, J1, K1. Et l'autre, elle est retournée. Vous aurez... voilà, on va mettre ici I. La norme de tout ça, ça fait 1. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est des vecteurs unitaires de J2, K2. Et le tout, c'est de s'y retrouver par rapport au... Par exemple, si je prends ici I1, I2, il faut aller rechercher l'angle entre l'angle ici. Voilà, il y a un I2, c'est l'angle là. Voilà, ça c'est l'angle I1, I2. Là, vous aurez I1, J2. L'angle, il est ici. C'est l'angle ici, entre I1 et J2. Là, je vais chercher l'angle entre I1 et Z2. Et K2. Je m'excuse, je sais pas pourquoi j'ai mis K2. C'est K2. Donc I1, K2, il est là. Voilà. Ça, c'est les différents angles. Maintenant, ici, ce sera entre J1 et I2. J1 et I2, l'angle est là. Il y a 9 angles, hein, c'est ça qui est embêtant là-dessus. C'est juste ça. L'embêtant, c'est qu'il y a 9 angles. Alors, on a J2. Ouais, attention qu'ici, il y a une erreur. Hein. Je me suis trompé. Non, j'ai radé. C'est Y1, Y2. J'ai radé. Alors, ici, c'est bien J1. J2. J1, K2. Donc, J1, J2. C'est celui là-bas. J1, K2. C'est l'angle ici. Ensuite, il y a K1, I2. C'est l'angle ici. K1, J2. C'est l'angle ici. Et le dernier, c'est l'angle K1, K2. Donc c'est l'angle ici. Voilà, ici vous avez tous les angles. Mais donc c'est ça qu'on a, mais je ne peux pas le marquer en I1, I2, ni en X1, X2, X3, je peux pas. Parce que c'est standardisé, tout le monde doit utiliser cette écriture-là. Donc l'écriture
c'est plutôt celle-ci. Les bas, c'est x bar 1, x bar 2, c'est pas ij. Voilà, c'est pas ijk, c'est ni x1, x2, x3. Enfin, je m'excuse, c'est pas E1, E2, E3, ni ijk. C'est pas E1, E2, E3, ni ijk. Voilà. Mais c'est plutôt x1, x2, x1, y1, z1 et x2, y2, z2. Voilà. Et donc là, vous avez l'écriture en rotation. Maintenant, ça peut être vu de manière matricielle. Alors si je l'écris de manière matricielle, c'est très intéressant. Là, on aura tous des cosinus. Je peux la décomposer en donc il faut voir ça comme ça. Donc c'est x, y, z du point P, P, P pour le repère 1, 1, 1. Alors ça c'est la matrice. La position de P dans le repère 1. Donc en fait c'est ceci. Hein. Alors, je suis en train d'écrire ça. Donc je peux le ramener ici, hein. C'est pas un problème. Ensuite, on a toute la matrice des cosinus à réécrire. J'aurai cos, cos, il suffit d'écrire que des cosinus. Et on a 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, les angles, x1, y1, z1, x1, y1, z1, x1, y1, z1. x2, y2, z2, x2, y2, z2, x2, y2 et z2. Alors entre les deux, bien sûr, je vais effacer. C'est une matrice de 9 cosinus, donc il faut connaître les 9 angles, c'est ça. Bon, c'est un petit peu lourd, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un petit peu lourd. Et même si on passe par les angles d'Euler, c'est lourd, c'est encore plus lourd. Hein. Euler a trouvé quelque chose de très intéressant, mais je veux dire, malgré tout, ça ne change pas grand-chose. Je veux dire, parce qu'on a quand même 3 matrices. Hein. 3 matrices de 3 x 3, je crois, en Euler, ce qui fait 9. Donc au bout du compte, ça change pas. Rien au bout du compte. En plus de ça, c'est une méthode beaucoup plus lourde pour trouver les angles. C'est une méthode très très lourde. Donc c'est très bien ce qu'il a fait Euler. Mais question, je veux dire, rapidité, c'est pas le... Maintenant, si on a un ordinateur, on peut faire du Euler. C'est pas un problème. Tous les calculs sont faits par... vous programmez la séquence de calcul pour trouver les angles d'Euler et puis vous avez la matrice d'Euler. La matrice d'Euler. Mais je veux dire, ça ne change pas grand chose parce que, bon, entre 9 et toutes les matrices de l'air, plus il faut rechercher les angles. Je veux dire, l'air n'est pas grand chose, mais il a trouvé quelque chose de très intéressant
donc pour le point de vue mathématique, mais pas pour la facilité. Voilà, ça ne facilite pas forcément. La variance ici, c'est magnifique. La variance ici, on a 9 cosinus, 9 cosinus. Voilà, euh, c'est intéressant. Et donc ici, on a bien sûr, il faut que je place mes points. Et donc vous reconnaissez maintenant, ici, moi j'ai ceci, la matrice des cosinus, je viens de la mettre. Ici, ça j'ai mis. Et maintenant, il faut que je marque au P2. Voilà, vecteur position. Donc là, je vais avoir de X, Y, Z, toujours du point P dans repère 2. Voilà, et on a tout. On a tout. Alors, vous avez compris que la matrice de rotation, elle est où? C'est la matrice des cosinus. La matrice de cosinus, c'est ça qui va donner la rotation. C'est la matrice des cosinus. La matrice, ici, qu'on va appeler R de rotation. Hein. Matrice de rotation. C'est la matrice de rotation. Alors, c'est la matrice de rotation qu'on écrira en standard. Voilà, passage de 1 vers 2, du repère 1 au repère 2. Attention que c'est par R de repère. Hein. C'est rotation. C'est une voilà, matrice de rotation. C'est une matrice de rotation. C'est la matrice de rotation qui opère bien sûr le changement de coordonnées du repère 2 au repère 1. Voilà, il fait changement de. Voilà, il opère le changement de coordonnées du repère 2 vers le 1. Donc c'est vers l'ancien. On retombe vers l'ancien parce que ceci, je rappelle que c'est l'ancien. Ça, c'est les nouvelles. Voilà. C'est le point P dans R2. R2 est le nouveau repère. R1 est l'ancien. Donc on se ramène à l'ancien. On se ramène toujours à l'ancien. Voilà. Qui est X, Y, Z. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est X1, Y1, Z1. Parce que, bon, je vais appeler l'ancien. L'ancien, c'était O. Enfin, on a l'ancien pour moi c'était avant je l'appelais avec des primes, mais ici en standard je peux pas l'appeler avec des primes. Donc j'avais R qui était le point P dans R, et puis on effectue une rotation, on a un repère R prime. Voilà. Donc on a les coordonnées de P dans R prime, voilà, dans R prime, et je les ramène les coordonnées de P dans ce repère, l'ancien repère. C'est ça que je dis qu'il faut ramener dans l'ancien repère. Hein. Ces coordonnées de R2, il faut la matrice de rotation donne par rapport à l'ancien repère. À l'ancien repère. Donc on passe à un passage du nouveau repère vers de R2 qui est le nouveau vers l'ancien qui est R1. Vers l'ancien qui est R1. Et donc là j'ai une facilité d'écriture qui va s'écrire ici avec les cosinus là. Je l'avais marqué. Bon c'est pas très on va dire très on va dire ça c'est comment dire ça peut choquer, je veux dire, comment on appelle ça, quelqu'un, c'est abusif, voilà, c'est une écriture abusive. Quelqu'un qui est, comment on appelle ça, puriste, n'aime pas cette écriture-là. Donc on la comprend, hein. On comprend, c'est les cosinus, voilà, des vecteurs, voilà, de l'ancienne, les x, y, z, i, les i, ce sont les x, bien sûr, du repère 1, c'est x, y du repère 1, x, y, z du repère 1, voilà, et ça, c'est les x, y du repère 2, on va dire ça comme ça. Bon, mais c'est pas très. C'est abusif comme écriture. Alors, pour éviter une écriture abusive, maintenant, on va mettre les choses plus correctement. Voilà, je vais l'écrire correctement. Je vais écrire OP1. Si, ça, vous avez compris que c'est OP1 est égal à ceci. Et ceci, c'est la matrice de rotation de 2 vers 1. Attention, c'est de 2 vers 1. Multiplié par celui-là.
Celui-là, c'est la position dans le repère 2. Et ça, voilà, c'est une très belle écriture, ça. Alors maintenant, ce que je peux faire aussi, pour passage de repère de 1 à 2, je peux mettre 1,2. Enfin, de 2 à 1. C'est de 2 à 1. On passe du repère 2 au repère 1. Alors maintenant, si la matrice, bien sûr, elle est, comment on appelle ça, orthogonale, là, à ce moment-là, on a les cosinus directeurs qui sont là-bas. Et non, ici, justement, dans les robots, on va travailler avec des matrices orthogonales. Hein. On va travailler qu'avec des matrices orthogonales. C'est normal parce que on va passer d'un repère orthonormé à un repère orthonormé. On va passer d'un repère orthonormé, donc R1 est orthonormé, R1 est orthonormé, pour éviter de le réécrire, je vais juste changer un petit truc. Voilà, on va passer au repère R2. Repère R2 qui est aussi orthonormé. Et quand on a ça, à ce moment-là, on a des matrices orthogonales. Ça implique des matrices orthogonales avec certaines définitions. Voilà, on aura ici, on va dire, la somme des carrés qui vaut 1. La somme des carrés comme ça qui vaut 1. Et puis on a tous les produits scalaires qui vont 0. Voilà, et ça, c'est une matrice orthogonale. Et donc, quand on a une matrice orthogonale, bien sûr, ici, on a les cosinus directeurs à ce moment-là. Puisqu'on a les... Voilà, on a un vecteur normé. La norme fait 1. La norme fait 1, aussi bien comme ça que comme ça, en horizontal qu'en vertical. Donc, si la norme fait 1, ici, on a affaire au cosinus directeur. Voilà. Et pour une matrice orthogonale, je vous rappelle la propriété suivante. Alors, ici, je peux rappeler quelques propriétés sur les matrices orthogonales. Bon, ça, c'est pour une matrice quelconque. Matrice quelconque, on a ça. Voilà. Mais il s'avère que pour les matrices orthogonales, ben, on a A fois la transposée est égal à I. A transposé de A fois A, ça fait I. Donc, ce qui revient à dire que la transposée de A est égale à l'inverse. Bon, une autre remarque que je peux faire sur les comment on appelle ça, les matrices, mais ça n'a rien à voir ici. Parce que j'ai vu un calcul dans les transformations de coordonnées, notamment en rotation, justement en rotation. J'ai fait un petit calcul, je m'étais trompé, mais en fait, il y avait deux cas de figure que je pouvais faire. Si vous faites transposer de A fois B fois C, transposer, c'est transposé de C fois la transposée de AB, transposé de C fois la transposée de B fois la transposée de A. On se retrouve ici avec des positions de matrice qui changent. Voilà. Alors, ceci étant dit, si j'applique ça ici, le dessus, pas ce qui est en rouge, parce que ça c'était parce que je m'étais trompé sur une matrice auparavant, mais je vais corriger, de toute façon c'est pas un problème. Mais il y avait deux méthodes pour moi corriger, et je les ai mises toutes les deux dans ce que je me suis trompé. Enfin bref, allez voir la vidéo, vous allez comprendre. À un moment donné, j'ai mis en remarque le rétablissement de l'erreur, mais j'ai refait une vidéo en corrigeant autrement. Voilà, j'ai corrigé de deux façons, si vous voulez. Une en remarque et l'autre, j'ai fait une vidéo pour la recorriger. Ça concerne les matrices de rotation. Voilà. Donc, ce que je disais, ici, si on a une matrice orthogonale du fait qu'on a des repères orthonormés, hein, on va jouer qu'avec ça dans les robots, des matrices orthonormées, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, que l'inverse, qu'on va appeler R-1 du passage de 2 vers 1,
c'est égal à la transposée, passage de 2 vers 1, qui est égal à, à- à la transposée de, non plus de 2 vers 1, mais de 1 vers 2. Voilà, de 1 vers 2. Donc il n'y a pas besoin de chercher l'inverse. Vous faites la transposée et vous avez, voilà, on peut passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que si on a ceci, oui, voilà, il est là. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc ça c'est le passage de 1 vers 2. Donc ça c'est le passage de 2 vers 1, je m'excuse, de 2 vers 1. C'est le passage de 2 vers 1, de R2 vers R1. Passage de R2 vers le repère R1. Maintenant, si j'inverse, donc pour inverser, je vais faire ceci, égale R moins 1 de 1, 2, R de 1, 2, OP il reste toujours là, 2, OP ici il reste toujours là. Alors ça fait, bien sûr, il faut que je mette R moins 1 de 1, 2. Ici, vous avez justement le fameux I. I fois OP2, ça fait OP2. Là, on aura OP1. Alors ici, j'ai dit que c'était égal à la transposée de 2 vers 1. Voilà. Et donc, je peux écrire mon écriture. Ça fait OP2. Donc, je vais me retrouver avec OP2 que je vais mettre à gauche. Ça, il est à droite. Celui-ci, il est à droite. Je remets à gauche. Voilà, OP2 est égal. Alors, R2 T1, 2, transposé du repère 2 vers 1. Mais ça va me donner R2 2 vers 1 OP1 OP1 voilà, et OP2 est égal à quoi? C'est le passage ici, ça c'est le passage de 1 vers 2. C'est le passage de 1 vers 2. C'est le passage du repère 1 vers le repère 2 pour une matrice. Attention, c'est une matrice perpendiculaire. Hein. C'est orthonormé, c'est ça que je veux dire. C'est de l'ordre de l'orthonormé. Donc les matrices, ici, elles sont orthogonales. C'est pour ça que j'ai pratiqué voilà, la propriété ici. Parce que la propriété que j'ai mise ici, c'est uniquement pour des matrices orthogonales. Hein. Ah, ça c'est uniquement pour des matrices orthogonales. Et donc il faut que les systèmes de repères soient orthonormés. Et c'est le cas en robot. Dans les robots, on va utiliser des repères orthonormés. Hein, en rotation et en translation. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut utiliser, je veux dire, à bon escient, je veux dire, ces matrices-là, en abuser sur leur usage, parce que, voilà, c'est tout de l'orthonormé. Hein. C'est tout de l'orthonormé. Il n'y a pas une matrice qui vient faire défaut voilà, à la séquence de matrices orthonormées. C'est-à-dire, supposons que je prenne ceci. Là, j'ai une matrice de rotation, puisque je vais considérer que si j'ai une liaison rotoïde, voilà, j'ai une liaison rotoïde, et donc permettre la rotation. Bon, les angles, c'est pas forcément 360. Hein. On peut avoir des rotations de 180, voire on peut limiter les angles à 80 degrés, 90. C'est pas parce que on peut avoir une rotation que
La rotation, elle fait 360. Hein. On peut dire, voilà, on peut mettre voilà, une liaison rotoïde qui fait que, voilà, par exemple, le genou, il fait pas 360, sinon le pied serait cassé. Voilà. Idem pour les mains de l'épaule. Hein. Les mains de l'épaule, c'est pas 360 degrés. Hein. Bon, on peut faire, dans une direction, on peut faire, voilà, voilà, on peut faire plus de 180, mais en tout cas 360, on ne sait pas le faire. Enfin, dans une certaine direction. Dans une autre direction, on sait refaire. Là, peut-être dans une autre direction, il y a moyen de faire 360. Il y a moyen. Il y a moyen. Voilà. Ben, voilà. Je veux dire, si on fait des angles euh, qui ne sont pas de l'ordre du naturel, c'est que le membre est cassé. On va dire ça comme ça. Alors, ici, si je fais ceci, alors ici, je peux envisager une translation voilà, du robot. Ici, je mets une relation, enfin, une liaison prismatique. Si je mettais, donc ce qui va engendrer de la translation, je ne mettrai qu'une partie. Hein. Je ne vais pas faire tout un robot. C'est parce que de toute façon, j'ai plus de place ici. Ici, si je considère qu'ici, il y a une liaison, je vais essayer de faire un prisme. Voilà. Donc là, c'est une liaison prismatique. Et donc là, je mettrai au centre de gravité un repère ortho-normé. Un repère ortho-normé. Ici, au centre du cylindre, ici, je mettrai un repère ortho-normé. Au centre du cylindre, ici, je mettrai un repère ortho-normé. Donc c'est chaque fois au centre de gravité des... Voilà. Là, j'ai un cylindre, j'ai un prisme. Voilà, donc je mettrai les repères au niveau des, comment on appelle ça, des centres de gravité. Au niveau des centres de gravité, je place les repères. Et donc là, on a deux liaisons rotoïdes qui vont permettre la rotation. Donc là, on a un repère en rotation ici. Là, il est en rotation. Là, il est en rotation. Mais là, il est en translation. Repère en translation. Parce que la liaison ici, elle est de type rotoïde. Celui-ci, liaison de type rotoïde. Celui-ci, liaison de type prismatique. Et comme je l'ai dit, la translation, elle est limitée, bien sûr. Elle est limitée, peut-être limitée sur X mètres. Voilà. La rotation, c'est pas forcément 360. Hein. N'allez pas voir dans la rotation toujours 360. On peut bloquer voilà, la rotation pour la ramener à 180, voire 90, voire 30 degrés. Voilà. Et tout ça, les rotations, vous aurez compris que c'est des moteurs. Hein. C'est des moteurs qui vont induire des rotations. Parce qu'un moteur, ça tourne. Voilà. Et alors, on peut faire des translations aussi. Il est possible de faire avec des moteurs tournants des translations. Mais il faut, on va dire, changer le mouvement de rotation en translation. Et ça, c'est possible. En mécanique, il existe voilà, des organes qui permettent de changer une rotation en une translation. Alors, on peut mettre, par exemple, un moteur qui tourne et on peut mettre des chaînes. Voilà, et une chaîne peut faire tourner, voilà, enfin, peut mettre en translation un tapis, par exemple, un tapis roulant. On fait tourner des moteurs, c'est un mouvement de rotation, mais qui font tourner des chaînes, et les chaînes entraînent un tapis roulant. Donc on a un mouvement de translation. On fait une conversion, mouvement de rotation, mouvement de translation. Et par exemple dans les moteurs, dans un moteur, voilà, comment on appelle ça, thermodynamique, c'est-à-dire un moteur à explosion, on a un mouvement de translation au sein du moteur via les bielles, les bielles et les pistons en un mouvement de rotation. Après, voilà, en dessous de la bielle, ça tourne. Hein. Juste en dessous de la bielle, ça tourne. On a un arbre
voilà, on a euh, un arbre à cames, etc. Voilà. Et là, on commence déjà à voir certaines rotations. On commence à voir certaines rotations. Et puis après, bon, quand on a établi une rotation par accouplement, ben, les roues tourneront aussi par accouplement. Tout va s'accoupler. Mais par, on va dire, voilà, un accouplement, par exemple, hélicoïdal, ben, on peut faire tourner deux roues un à droite et un à gauche. Ce qu'on appelle le tripode. Le tripode, il y a un tripode dans le véhicule et qui permet de convertir, je veux dire, un mouvement de rotation vers deux autres mouvements de rotation qui sont à droite et à gauche. Donc, les conversions de mouvements de rotation vers translation, c'est pas ce qui manque en mécanique. On peut en faire pas mal. Voilà. Donc, c'est pas ça qui manque. Mécanique, je veux dire, elle donne pas mal d'organes qui permet, voilà, des mouvements, convertir des mouvements en un autre. De rotation, translation, de translation, rotation et inversement. Déjà ici, c'est là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des rotations d'un organe, puis d'une rotation d'un autre organe, et ici c'est un chaînon. C'est un chaînon d'organes qui sont mis en, je veux dire, en communication les uns avec les autres. Voilà, ils sont mis en communication les uns avec les autres. Et c'est ça qui fait que, comme on a toute une chaîne reliée entre elles, on peut télécommander je veux dire, un élément, je veux dire, en bout de chaîne, ou en chaîne, dans la chaîne intermédiaire. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire la translation au milieu, la rotation dans une direction, dans une autre, voilà, et ainsi de suite. Le tout ici, ce qu'il faut bien regarder, ce sont les axes. Hein. C'est les axes des liaisons rotoïdes. Je vous remercie.